Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Voici le sommaire. 17 juin, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, adoptée le 17 juin 1992 par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Elle vise à rappeler les dangers de la désertification et de la sécheresse dans le monde. À suivre, séance plénière hier au Parlement béninois en présence de ministres de l'économie et des finances et de celle du travail et des affaires sociales. 2 projets de loi étaient au menu des débats. Les détails dans ce 13h. Et puis, en sport, en Afrique du Sud, nous parlerons de combats d'arts martiaux mixtes, MMA, le Mixed Martial Art. Nous apprécierons le parcours de Damarté Peña, un jeune pratiquant et grande figure de Mixed Martial Art sur le continent africain et dans le monde. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous et merci de nous préférer. La communauté internationale a célèbre ce jour la journée de lutte contre la désertification et la sécheresse. En prélude à cette célébration, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a donné hier un point de presse. Didier Tonato a fait un état des lieux en matière de désertification au Bénin. Il a expliqué aussi les actions en cours pour réduire les effets néfastes de ce phénomène sur l'environnement avant de parler des objectifs de la célébration de cette journée. Le point de presse s'est déroulé en présence des directeurs techniques du ministère et des hommes des médias. En voici un extrait. La Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et ou la désertification, en particulier en Afrique, a été adoptée et ouverte à la signature le 17 juin 1994. Le Bénin l'a signé, ratifié, respectivement les 15 octobre 1994 et le 29 août 1996 et s'est engagé à lutter contre la dégradation des sols et atténuer les effets de la sécheresse. Le 17 juin 2016 sera la 22e édition dont le thème est « Protégeons la planète, restaurons les terres, mobilisons-nous ». Ce thème appelle à une mise en œuvre d'actions concrètes sur la régénération des sols et la coopération inclusive en vue d'atteindre un monde sans dégradation des terres. Selon les estimations, 41,3% de la surface terrestre et 34,7% de la population mondiale sont touchés. Au Bénin, les 8 zones agroécologiques sont touchées par la dégradation des sols, mais à des degrés divers. Au total, plus de 62% des terres sont dégradées. Donc nous avons dépassé la moyenne mondiale. Aujourd'hui, s'attaquer à la désertification est crucial pour l'atteinte des objectifs de développement durable, en vue de mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice et faire face au changement climatique d'ici à 2030. Toujours au chapitre politique, à l'Assemblée nationale du Bénin s'est tenue hier une séance plénière. 2 projets de loi ont meublé les débats. La séance a connu la présence de 2 ministres du gouvernement talon. Le point de la séance avec Amen Didier Hongpenouji et Romaric Devoshi. La plénière a d'abord suivi la commission des finances et échanges de l'Assemblée nationale sur l'intérêt de ce projet de loi uniforme sur le contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures en République du Bénin avant de passer à l'examen des différents articles de ce texte de loi. Là-dessus, les députés ont exprimé leur point de vue. Le ministre de l'Économie et des Finances, présent à la plénière, s'est exprimé sur le bien fondé de ce texte de loi. En fait, ce n'est pas un texte nouveau puisqu'il y avait la loi de 86 qui existait en fait. La nouvelle loi fait un certain nombre de choses. La première, c'est clarifier la notion de délit, élargit les personnes qui peuvent constater ces délits, notamment la Banque centrale aujourd'hui peut constater ces délits, et en plus clarifie et précise les sanctions
qu'il y a en face de chacun de ces délits. Après ces explications, ce projet de loi uniforme sur le contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures en République du Bénin a été adopté. Le deuxième sujet abordé par les députés ce jeudi à l'Assemblée nationale est relatif au projet de loi portant travail d'intérêt général. La commission de l'éducation de l'Assemblée nationale, que préside Claudine Afiavi-Prudencio, a planché et a présenté son rapport. Les députés ont présenté ensuite leurs inquiétudes et faire des suggestions. À la Nocibé, au Bénin, chez nous ici, c'est les Chinois qui ont construit la Nocibé au niveau donc de la commune d'Aguiawere. Mais la plupart de ceux qui ont travaillé dans cette usine-là et qui sont venus de la Chine, c'est le cas d'espèce, le travail d'intérêt général. Mais on n'a pas besoin donc de recueillir leur consentement avant donc de les envoyer pour ces travaux d'intérêt général. La commission de l'éducation à l'Assemblée nationale a répondu aux préoccupations des honorables députés qui portent sur l'intérêt pour le Bénin de voter un tel texte de loi sur le travail d'intérêt général. Le prévenu est libre d'accepter ou de refuser le TIG, ainsi que l'a consacré l'article 2 du projet de loi en étude. Toutefois, le risque de connaître parfois une mauvaise utilisation par le juge du TIG est moindre par rapport au risque de laisser la surpopulation carcérale s'amplifier avec tous ses corollaires. Le ministre du Travail et des Affaires sociales, Mathis Sadidiatou, a aussi apporté sa touche pour la compréhension de cette loi. Je constate qu'il y a beaucoup de contributions d'une part et d'autre part l'expression de la satisfaction du travail élaboré par la Commission. Est-ce que si je veux effectuer le travail d'intérêt général, j'aurai de quoi me nourrir? Est-ce que ma famille est capable de continuer de me nourrir? Si la question est non, peut-être que cette personne va plutôt opter pour la prison parce que là-bas, le gouvernement essaie de nourrir les prisonniers. Enfin, après quelques débats de fond sur l'intérêt de cette loi, la loi portant travail d'intérêt général a été adoptée par l'ensemble des députés présents et représentés à l'Assemblée nationale. Dans un tout autre chapitre maintenant, la communauté africaine a célébré ce jeudi la journée de l'enfant africain. Le thème retenu pour l'occasion est, je cite, « Non au mariage forcé et précoce des filles ». Fin de citation. Plusieurs organisations non gouvernementales et associations de défense des droits de l'enfant ont organisé une marche pacifique appuyée par l'UNICEF, entendez, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, qui a démarré à la place du souvenir et a eu pour point de chute la place de l'Étoile Rouge de Cotonou. Cette marche a pour but de sensibiliser les autorités politiques, leaders religieux et parents à protéger les enfants du phénomène du mariage forcé. Suivons maintenant quelques personnes en pleine séance de sensibilisation. L'Union africaine a institué cette journée pour commémorer la journée de l'enfant africain et on constate que depuis lors, la situation des enfants n'a pas changé. Donc c'est une opportunité chaque année de réfléchir sur un thème de droit de l'enfant par rapport à la situation des enfants pour appeler les décideurs à mener des actions pour protéger les droits de l'enfant et pour promouvoir les droits de l'enfant. Au Bénin, les enfants de moins de 15 ans, pour la tranche là, un enfant sur 10 est en situation de mariage. Alors que pour les enfants de moins de 18 ans, 3 enfants sur 10 sont en situation de mariage. Les conditions ou bien les lois au niveau du Bénin ne permettent pas qu'on marie l'enfant avant 18 ans. La communauté africaine célèbre la 26e journée de l'enfant africain. Une journée qui a été initiée compte tenu d'un certain nombre de choses, précisément un mal dont la communauté africaine tout entière a été victime un 16 juin 1976 à Soweto, en Afrique du Sud, où des enfants qui se sont levés pour réclamer leurs droits sur le plan de l'éducation, avoir une éducation dans leur langue locale, se sont vus massacrés, menacés sur le plan physique. Aujourd'hui, nous sommes ici pour dire non au mariage des enfants, tolérance zéro face à ce phénomène qui ne favorise pas le développement de toute nation et encore moins celui du Bénin. Pour nous, il est important que
les filles aillent à l'école, que les filles soient maintenues à l'école, que les autorités locales, les autorités administratives, les autorités politiques, les leaders religieux, les leaders traditionnels puissent se mobiliser et qu'ensemble on puisse rompre le silence, parce qu'à un moment donné, on se demande pourquoi est-ce que tout le monde observe et que personne ne dit rien. Car ces enfants qui sont dans nos villages et campagnes sont des sans-voix, qui n'ont pas la voix mais qui subissent, et qu'il n'y a aucune raison pour que cela puisse se perpétuer. Pour nous, c'est vraiment une question de tolérance zéro. Une triste note dans ce journal, dans le monde de la culture bien évidemment. Cérémonie d'hommage ce jeudi à Richard Quenome, producteur et éditeur d'œuvres phonographiques décédé le 21 mai dernier. Les acteurs culturels béninois ont rendu un hommage au défunt au Hall des Arts de Cotonou avant de l'accompagner dans sa dernière demeure. Mori Yagua, Denis Maroya pour les précisions. Les acteurs culturels et la famille Quenome, éplorés depuis le 21 mai 2016, ont rendu ce jeudi au Hall des Arts de Cotonou un dernier hommage à celui qui fut le faiseur de stars. Richard Siberi Quenome, précédemment producteur, éditeur d'œuvres phonographiques, s'en est allé à l'âge de 54 ans. Chers amis et proches du défunt, nous célébrons aujourd'hui une énorme perte. Et le vide que laisse et laissera notre cher disparu Richard n'est pas prêt d'être comblé. D'ailleurs, nous ne tarderons malheureusement pas à nous en apercevoir. C'est Lamartine qui traduit le mieux notre état d'esprit quand il dit « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Chers amis, autorités et parents de Richard, ne soyez pas tristes. Cette personne a fait son chemin et accompli sa destinée. Son accomplissement nous permet de le savoir en de bonnes mains. Un jour, nous le reverrons. Après ces mots de Ali Wassi Sissi, représentant de la coalition des associations des producteurs, promoteurs, éditeurs et distributeurs, CAPED, dont Richard Quenome était le chargé à l'information, Christelle, sa fille, s'est exprimée au nom de ses frères. Ce matin, nous lui rendons un dernier hommage. Et c'est là que nous voyons la puissance de Dieu. Quel qu'en soit l'argent que nous avons, quel qu'en soit l'or dont nous disposons, quel qu'en soit le travail que nous faisons, la position, le statut que nous occupons sur cette terre, un jour nous allons tous partir. Et cela, même notre richesse ne pourra pas l'acheter. Parce que ce ne sont pas les soins qui ont manqué à papa. Ce ne sont pas l'achat des médicaments qui lui ont manqué. Il a eu le soutien de tout le monde. Il était tellement entouré. Aujourd'hui, il n'est plus là. Je lui souhaite un bon repos, puisque nous qui sommes en Christ, nous avons l'espoir que nous nous reverrons un jour. Le ministre de la Culture empêché, représenté par le secrétaire général du ministère, parle de la grandeur et du savoir-faire de Richard Quenome. La grande faucheuse nous a arraché un homme, un père formidable, un mari aimant, un frère, mais aussi un ardent artisan du développement culturel de notre pays. Aussi, même si la douleur est vive, le ministre me demande de vous dire qu'il nous reste l'espoir. La mort, aussi cruelle que soit-elle, reste un passage vers la renaissance. Car vivre, c'est naître sans cesse de la mort. Et l'artiste ne meurt jamais. Les artistes béninois, comme ils savent si bien le faire, par leur voix, ont rendu un dernier hommage à celui qui fut leur producteur. Richard Quenome a été inhumé au cimetière de Sommet dans la commune d'Abomey-Calavi. Et puisqu'un homme de la culture ne meurt jamais, à la suite de cette cérémonie d'hommage, quelques acteurs de la culture béninoise reviennent ici sur le riche parcours de Richard Quenome. C'est lui qui a été mon premier distributeur. C'est Richard Quenome qui a distribué cet album sur toute l'étendue du territoire national. Vous voyez? Donc c'est à partir de là que nos relations avaient commencé.
Ce qui pourrait marcher s'il écoute tout de suite, même sans l'orchestration, il donnait toujours ses points de vue et ça marchait toujours. Donc aujourd'hui, voilà, nous sommes, comment je peux appeler ça, le train s'est arrêté quelque part à la gare, il est descendu. Donc nous autres, nous allons continuer et les bonnes œuvres qu'il a laissées derrière lui, c'est à nous d'assurer, la pérennisation de ces bonnes œuvres-là. C'est une perte, une grande perte pour la musique tout court. Parce que voilà un homme qui a mis tout son temps à servir les autres, à travailler pour l'épanouissement de la musique. D'abord, il a commencé par la musique profane, ensuite la musique spirituelle. Et pour nous c'est un départ précipité, mais Dieu connaît toutes choses. Richard Phenom est un homme de volonté, de passion. Celui-là, je l'ai connu sur beaucoup de plans où il a toujours manifesté son professionnalisme, son amour, sa passion à la culture. Donc je peux retenir que Richard Phenom, pour moi, est un babab, un bras solide qui finalement nous laisse. Mais dans l'au-delà, il pourra mieux. Quand on dit Richard Phenom, on pense au producteur, on pense à cet homme qui est dévoué, qui essaie de faire avancer l'œuvre de Dieu, la musique chrétienne, la musique aussi païenne. Ça nous fait rappeler à cet homme qui est vraiment dévoué à son travail et qui aime son travail et qui le fait. C'est l'homme qui a toujours de très belles idées. C'est quelqu'un qui veut qu'on fasse ce qu'on peut faire en 2010, qu'on le fasse en même temps en 2000. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui est actif. Il veut automatiquement qu'on réagisse, qu'on fasse certains. On a un projet actuellement, d'ailleurs, on a un central d'achat que nous sommes en train de mettre sur pied. Il était prêt à ce qu'on mette parce que nous avons un problème aujourd'hui. Il y a un mot qui mine la musique béninoise. Il n'y a pas de structure de distribution. Donc, la coalition que nous sommes, nous avons mis une structure de distribution qu'on appelle un central d'achat sur pied pour permettre à nos artistes de vivre de leur art. Et il fait partie des gens qui ont donné des idées. Et je crois que nous allons sortir ce projet-là en son nom. Autre volet à présent, le ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Odile Atanasso, a rencontré ce jeudi le directeur de l'Office du baccalauréat, une visite qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'examen du baccalauréat session de juin 2016. Elle a permis à l'autorité de constater que tout est prêt pour un bon déroulement du bac sur toute l'étendue du territoire national. Reportage signé de Fréjus Seulan et Damien Pedro. Prendre connaissance de l'étape d'avancement des derniers préparatifs de l'examen du baccalauréat session de juin 2016, tel est l'objectif de la visite du ministre de l'Enseignement supérieur à l'Office du baccalauréat ce jeudi matin. Marie-Odile Atanasso a été reçue par le directeur de l'Office du baccalauréat et les différents superviseurs de cet examen qui l'ont rassuré d'une bonne organisation du bac. Les travaux confidentiels se sont déroulés dans la plus grande confidentialité. Il s'agit des épreuves très sensibles. Et le convoyage par les cantines et dans une atmosphère sécurisée est déjà fait. Les candidats sont partis dans le Borgo à Libori, à Takoradonga, Zoukoline, Koufo, Monokoufo et dans les départements du Plateau et de l'Ouémé. Tout à l'heure, nous allons envoyer les cantines dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Au niveau de l'Office du baccalauréat, nous nous affairons à organiser un bac sans problème. Après les explications fournies au ministre de l'Enseignement supérieur, elle a affirmé être confiante au sujet de la bonne organisation du baccalauréat. Je suis rassurée. Et je peux rassurer la population. Nous avons l'assurance que les candidats ont été bien formés et que les dispositions ont été bien prises pour que le bac, l'examen national, qui est le bac, qui est le premier diplôme universitaire, puisse bien se passer. Je suis rassurée que je suis avec des collègues que je connais et que tous ceux qui ont été retenus comme superviseurs des centres sont des gens de qualité et que je peux vraiment compter sur vous
je vous exhorte à de la rigueur pour que notre bac soit le plus crédible dans la sous-région, parce que nous voulons un enseignement de qualité. Nous voulons que le Bénin retrouve ses marques de noblesse, à savoir le quartier latin de l'Afrique. Nous y attachons du prix, le gouvernement y attache du prix, le président y attache un grand prix. La rencontre ministre de l'enseignement supérieur, directeur de l'office du baccalauréat, de ce jeudi matin était également l'occasion pour Alphonse Da Silva de dévoiler les statistiques relatives à la session de juin 2016 du baccalauréat béninois. Nous avons cette année 115 322 candidats. C'est en légère baisse par rapport à l'année dernière, compte tenu des dispositions que nous avons eu à prendre pour lutter contre la fraude, pour les inscriptions frauduleuses. Nous avons 149 centres, 3 centres de plus, compte tenu de la concentration des candidats dans certaines zones. Nous avons 3 nouveaux centres, le centre de Natitengo 1, du CG Natitengo 2, le CG de Zaputa et le centre du collège catholique de l'enfant Sainte-Thérèse, qui est à Calavi. L'examen du baccalauréat démarre le lundi 20 juin sur toute l'étendue du territoire national. L'actualité se poursuit, cette fois-ci sur le continent africain, plus précisément au Mozambique. À Namapanza, dans le centre du pays, une file de 150 véhicules attend patiemment le départ du convoi militaire qui doit les escorter sur la RN1, entendez la principale route du pays. Depuis la reprise des attaques armées de l'opposition sur cet axe, eh bien, l'économie tourne au ralenti. Reportage. Des heures d'attente pour parcourir une centaine de kilomètres. Dans le centre du Mozambique, autocars, camions et voitures doivent être escortés par l'armée sur la Nationale 1, le principal axe nord-sud du pays. En cause des affrontements qui ont repris entre l'armée et la Renamo, le parti de la rébellion pendant la guerre civile. Résultat, l'économie mozambicaine est au bord de la paralysie. Cette situation est stressante, rien ne va avec ce voyage. Avant cette situation militaire, on pouvait faire le voyage en un seul jour. On partait à 4 h du matin et on arrivait vers 23 h ou le lendemain très tôt. Il faut désormais 3 ou 4 jours pour relier la capitale Maputo à Nampula, 2000 km au nord. L'armée a mis en place ses convois militaires en février sur 2 portions de 100 km lorsque la Renamo s'est mise à attaquer les véhicules qu'elle soupçonne de transporter des militaires ou des armes. En quelques mois, plusieurs civils sont morts et des dizaines ont été blessés. Cet autocar a été attaqué il y a quelques semaines. Nous avons dépassé les forces armées. 500 mètres plus loin sont apparus des hommes de la Renamo. Ils ont tiré. Ils étaient dans la brousse. Ils sont sortis et ont tiré vers moi, le conducteur. Grâce à Dieu, cette fois-là, ils ne m'ont pas atteint et je suis toujours là. L'accompagnement de l'armée ne suffit pas à rassurer les voyageurs et l'économie locale tourne au ralenti. Ce transporteur peut perdre jusqu'à 40% de ses poulets les jours de forte chaleur. Vous savez, je vais vous dire, nous avons beaucoup de pertes car nous sommes très retardés. Par exemple, moi, je transporte des poulets vivants. Et s'ils restent ici longtemps, ils vont mourir à cause de la température, vous voyez. Le pourrissement des denrées alimentaires et le coût du transport se répercutent déjà sur le prix des aliments. Le pays est paralysé. Une personne qui attrape une thrombose, un AVC, a une partie du corps qui ne fonctionne pas, parfois jusqu'à ce qu'il meure. Et c'est ce qui se passe avec le Mozambique. Nous avons eu un AVC, une partie du pays ne fonctionne plus. Nous sommes dans une situation chaotique. Fin mai, le gouvernement et la Renamo se sont mis d'accord pour rouvrir des négociations de paix, mais depuis les attaques se sont intensifiées. Même les trains de marchandises sont pris pour cible, ce qui pourrait effrayer les investisseurs. Malgré 7% de croissance, le Mozambique fait partie des 10 pays les plus pauvres au monde et cette crise politico-militaire risque de retarder fortement son développement. Note de sport pour conclure cette édition d'information. Le loup, c'est ainsi qu'on l'appelle quand il monte sur le ring. Damarte Peña, trop jeune pour avoir connu la guerre civile dans son pays, l'Angola, est pourtant devenu un combattant redoutable au corps et au cou. Figure de proue de la jeune Ligue professionnelle africaine des arts martiaux mixtes, un sport en pleine expansion bien évidemment sur le continent africain. Reportage. Un combat intense, rapide et violent, que les fans adorent.
C'est électrique, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Des combats comme ça, de 3 ou parfois 4 rounds, c'est hyper excitant. Les matchs sont très rapides. C'est ça qui fait la différence entre les garçons et les hommes. Ce championnat de combat extrême est l'équivalent sud-africain du célèbre tournoi américain d'arts martiaux ou Ultimate Fighting Championship. Let the battle begin! Let's go! Lors de sa première édition en 2009, l'hexagone qui sert de ring n'était pas encore monté quand le public est arrivé dans la salle. Mais son succès a fait exploser la popularité de ce sport extrême sur tout le continent. Et aujourd'hui, chaque tournoi attire entre 1 et 2 millions de téléspectateurs. Au début, il n'y avait pas de chaîne de télévision, c'était juste des milliers de personnes qui venaient pour assister au match. Mais depuis, nous avons beaucoup évolué. C'est retransmis en direct, évidemment, et nous diffusons dans 120 pays à travers le monde. C'est génial. Le tournoi a aussi permis de lancer la carrière d'une nouvelle génération d'athlètes africains, notamment au Zimbabwe, au Sénégal ou en République démocratique du Congo. Demart Pena Dilolu a fait ses débuts sur l'hexagone en 2011 pour un combat d'1 minute. Aujourd'hui, c'est le champion invaincu des poids coqs et un héros national en Angola. Vous savez, le plus drôle, c'est que je n'ai pas grandi en me disant que j'allais devenir un jour combattant professionnel. J'aime juste ce sport parce que j'aime les défis. Dans mon pays, je suis très soutenu et c'est très gratifiant d'être reconnu comme ça chez soi. Des dojos de Luanda au projecteur de l'Hexagone, le loup a déjà parcouru beaucoup de chemins et il a désormais en ligne de mire les champions américains qu'il aimerait affronter sur leur sol. Et c'est avec ces belles images qui retracent le riche parcours de Demart Pena que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur Eden TV et passé d'excellents moments à suivre nos programmes. Chaque jour, vous êtes nombreux au Bénin, en Afrique et dans le monde à nous faire confiance. Recevez-nous sur satellite EO33, Eutelsat 33A, fréquence 108.05, symbole rate 30001, polarisation verticale. En local, bande UHF, fréquence 719.25, système de son VG.